Très bien, je pense que ça roule. Joti, il y a quelque chose d'intéressant, et je vais te lancer ça. Donc, j'observe différents modèles économiques en cours ici en Europe, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Je ne vais pas dire que le Royaume-Uni est au plus bas, mais eux, ils sont si près du fond, s'ils touchaient le fond, ils ne feraient pas un bruit. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un parler de ça. Il discutait avec des députés britanniques, et il disait, la situation est terrible. Qu'allons-nous faire? Et les députés parlaient de l'Ukraine. Oui. Mais qu'en est-il de l'Ukraine? L'élite dirigeante ne se soucie absolument pas du sort des masses. J'imagine qu'elle se préoccupe du sort des masses, c'est choquant, mais leur seule préoccupation est de poursuivre la guerre en Ukraine. Je soupçonne qu'il y a un lien. Jodi Bra. Merci Garland. Il y a un lien absolu entre le désespoir de poursuivre la guerre en Ukraine et la conclusion que les impérialistes espèrent encore atteindre, à savoir la chute, l'éclatement et le pillage de la Russie. C'est bien là le but de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas la libération du peuple ukrainien qui a été évoquée en 1991, puis à nouveau en 2004 et complètement abandonnée en 2014. La libération du peuple ukrainien n'est à l'ordre du jour d'aucune des puissances occidentales. Ce qu'elles veulent, c'est utiliser l'Ukraine pour faire tomber la Russie. Elles veulent la démanteler. Elles veulent piller ses ressources. Elles veulent contrôler son système politique afin de contrôler ses richesses, ses marchés, sa population. C'est leur objectif. Et elles en ont désespérément besoin car, comme vous l'avez dit, la situation économique, la crise mondiale du capitalisme, s'aggrave de jour en jour. Et plus ils échouent dans leurs efforts pour relancer la demande par les guerres, plus ils sont perçus comme des échecs sur leur front, plus leur situation devient désespérée. La dernière fois, je crois, nous avons parlé de Trump qui gonflait les marchés, la confiance des marchés s'effondre, secteur après secteur. Il y a eu un énorme battage médiatique autour du secteur de l'IA. On se dit que si on pouvait transformer ce modèle de type GPT, qu'on appelle intelligence artificielle, c'est un modèle Big Data qui permet aussi certaines choses, c'est plutôt cool. Mais il y a un énorme battage médiatique autour de ça, et cet énorme battage médiatique, c'est parce qu'ils peuvent monopoliser cette technologie et faire croire qu'elle est nécessaire pour tout. C'est peut-être une solution pour sortir de la crise. C'est peut-être un moyen de générer des profits énormes, de prélever une rente sur le monde entier, car ils ont la technologie. Ils l'ont monopolisée et maintenant tout le monde doit nous l'acheter, car sans elle, on va faire faillite et on n'est plus viable. Tout le monde doit l'avoir et payer le prix fort, car nous en sommes propriétaires. Et il y avait ce sentiment, quand Trump est arrivé au pouvoir, ils en ont fait grand cas. Et puis, c'était bloqué, n'est-ce pas, par les développements de la recherche profonde. Ce genre de phénomène se produit constamment dans l'économie mondiale. Les gens s'attendent à obtenir de bien meilleures conditions en faisant des affaires avec la Chine qu'avec l'Occident, qu'il s'agisse de l'UE, de la Grande-Bretagne, des États-Unis ou d'une combinaison des deux. Avec le capital financier occidental. Donc, tout cela aggrave le fait qu'à la base de tout cela, il y a une crise de surproduction massive. Nous en avons parlé à maintes reprises. Je n'entrerai pas dans les détails. Encore une fois, n'hésitez pas à vous référer à des vidéos précédentes ou à Karl Marx si vous souhaitez mieux comprendre ce concept. Mais le problème, c'est que c'est une crise que les capitalistes ne peuvent pas résoudre. Ils ne peuvent pas relancer la demande sur le marché parce qu'ils ont appauvri les gens qui ont besoin d'acheter ces produits partout dans le monde. À l'échelle mondiale, le marché est mondial et les populations sont trop pauvres pour acheter les produits issus de leur propre travail. C'est un problème de production capitaliste. Un problème auquel les capitalistes ne peuvent échapper.
Et comme leur système est désormais mondial, leur crise est mondiale. Lénine l'a identifié pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, le capitalisme est devenu un capitalisme de monopole et un système mondial. Voilà ce que signifie l'impérialisme à l'ère moderne. Ce n'est pas comme l'Empire romain. Il ne s'agit pas seulement de l'expansion et de la domination d'une partie du globe. C'est un système capitaliste mondial à son stade de monopole. Et comme le marché est mondial, la crise est mondiale. Ainsi, aucun capitaliste, ni aucun pays capitaliste, ne peut résoudre la crise sur son propre marché de manière isolée. La Grande-Bretagne ne peut pas avoir de stratégie pour résoudre la crise, car la crise est mondiale. Le capital britannique traverse ces crises depuis 1820. C'est depuis ce temps que le capitalisme constate que son marché intérieur est saturé. Les gens sont trop pauvres pour acheter les biens que nous les avons obligés à produire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous développer à l'étranger. Développer nos marchés mondiaux. C'est sur cette base que la Grande-Bretagne est devenue l'atelier du monde au XXe siècle. Mais ce n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. La Grande-Bretagne est désormais une excrétion complètement parasitaire sur le corps du monde, utilisant simplement ses richesses, ou la classe dirigeante britannique, pour extraire des rentes de la planète. C'est ce qu'elle doit continuer à faire pour survivre en tant que classe, pour que le système continue à fonctionner. Le système impérialiste capitaliste doit continuer à fonctionner. Ainsi, la guerre contre la Russie et la guerre contre la Chine, la guerre contre l'Iran, la guerre contre la RPDC, toutes ces guerres visent à rétablir la domination du capital financier occidental et à relancer l'économie, à relancer la demande. Tout d'abord, la demande liée à la guerre a un besoin énorme d'armement et de production d'armement, qui enrichit une partie de la classe dirigeante, puis à la reconstruction après avoir causé d'importants dégâts. C'est un formidable coup de pouce. Si l'on se souvient de la dernière fois que la Grande-Bretagne et la majeure partie de l'Occident ont connu un véritable boom économique, c'était après la Seconde Guerre mondiale, car il y avait tant de reconstruction à entreprendre. Il y avait eu tant de destruction. La destruction ne concernait pas seulement les richesses, les installations, les infrastructures et les capacités de production. Elle concernait aussi des biens déjà produits et des personnes. Et c'est tout le prix du sang que le capitalisme exige pour survivre encore quelques décennies. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement, Gala. Nous voyons le capitalisme essayer de payer le prix du sang nécessaire pour se stabiliser sur des bases très fragiles pendant encore 1 ou 2 décennies. Si nous ne lui résistons pas, si nous ne l'empêchons pas de se stabiliser, c'est ce qu'il fera. Mais le prix du sang, comme on peut le constater, est énorme et totalement catastrophique pour la vie d'une grande partie de la population mondiale. Le génocide en Palestine n'est qu'un avant-goût, la destruction de la population masculine en Ukraine n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend si nous n'y mettons pas un terme. Donc, oui, ce déclin économique est le symptôme d'une crise de surproduction et du désespoir de nos dirigeants qui cherchent à résoudre leurs problèmes économiques en pillant des régions du monde. C'est bien réel, c'est très grave. Rien ne peut arrêter cela, sauf un changement radical de système. On ne peut pas voter pour un gouvernement occidental capable d'inverser la tendance, car c'est un problème systémique. Et la classe dirigeante qui gère le système dans lequel nous vivons, le système capitaliste, le système impérialiste des pays occidentaux, ne disparaît pas lorsqu'on change de gouvernement. Elle est toujours au pouvoir. Ils tiennent toujours les rênes du pouvoir. Ils sont toujours les patrons des journalistes. Ils sont toujours les patrons des dirigeants des entreprises. Ils sont toujours les patrons du gouvernement et des parlementaires. Ils sont toujours les patrons des fonctionnaires, à moins de les déloger et de démanteler tout leur appareil de contrôle du pays. Il n'y a aucun moyen d'inverser cette tendance à la guerre et cette chute économique.
Une chose que je trouve intéressante, et il y a une dynamique différente de celle d'avant ou d'avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la montée du front anti-impérialiste, disons la puissance de la Chine et de la Russie cette fois-ci. La Chine et la Russie sont bien plus puissantes à bien des égards et bien plus unies parce qu'elles ont servi des masses. Voilà la raison. Et ce n'est pas parce qu'elles ont fait quoi que ce soit. Elles ont servi des masses. Et les impérialistes vivent en Europe, ils sont engagés dans cette guerre, comme si nous devions prendre le pouvoir. Prenez la Russie. On doit le faire, et tous ceux qui la regardent disent qu'elle est bien plus puissante que vous économiquement. Vous êtes ruinés et eux, ils se développent militairement. Vous n'avez rien. Ils sont plus forts. Et j'ajouterais ceci. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. L'héritage de l'Union soviétique. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il y a eu une réunion en Alaska et Sergei Lavrov est arrivé, portant un t-shirt du PCC. Pas Union des républiques socialistes soviétiques, c'était écrit en russe. Donc, clairement, il parlait. J'ai récemment interviewé quelqu'un de russe qui a grandi en Union soviétique et qui en est très fier. Il disait en gros qu'il y avait beaucoup de sourires. Il y avait beaucoup de monde là. C'était clairement un message adressé au peuple. Mais il l'a affiché fièrement. Et voilà ce qui est intéressant, très intéressant. Quand on lui a posé la question, apparemment, le président Poutine est parti en disant « Ah, c'est peut-être un impérialiste ». Ils utilisent le mot impérialisme maintenant. Ils se tournent vers l'héritage de l'Union soviétique. Et ils font une blague, mais il me semble que c'est dirigé contre lui, contre le front anti-impérialiste, contre l'Afrique, l'Amérique du Sud et les peuples qui ont souffert. En tout cas, vos réflexions, pour moi, sont très, très fortes en termes de symbolisme. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que je devais demander à Jo ce qu'elle en pensait. Je savais que vous souriez. C'était le troll ultime. Bien sûr, des gens comme moi, et je pense que je suis comme beaucoup de gens dans les anciens territoires soviétiques, dont ma réaction, c'était « c'est brillant, ça m'a fait sourire ». Parce que ça a vraiment mis les autres impérialistes en rogne. C'est un vrai petit doigt d'honneur, non? On n'est plus vos marionnettes et on ne recherche plus votre acceptation totale comme avant. Ils faisaient beaucoup de choses et ils considèrent probablement encore l'Amérique comme nos partenaires. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas remarqué récemment, en fait, mais ça me rendait un peu fou. Ils font toutes ces génulectes devant l'idée de nos partenaires américains, nos partenaires européens et tout ça. Mais ils voulaient plus que tout. La nouvelle bourgeoisie russe, même une fois devenue une bourgeoisie nationale dirigée par le gouvernement Poutine, voulait vraiment être acceptée comme égale par l'Occident. Et ils pensaient qu'il y avait un moyen d'y parvenir. Et ils pensaient que si nous respections nos règles, si nous nous habillions comme vous, si nous respections les protocoles diplomatiques, si nous respections nos engagements, si nous respections l'ordre international fondé sur des règles, nous serions tous amis. Et puis, avec le temps, ils sont arrivés à la conclusion, juste, que les impérialistes sont tous incapables. On ne peut pas leur faire confiance. Ils ne comprennent qu'un seul langage, celui de la force. Et ils ne veulent pas être partenaires. Ils veulent que nous soyons leur colonie. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils se sont dit, eh bien, nous ne serons pas votre colonie, en fait. C'est à ce moment-là que, je crois, l'OSU a été lancé en Ukraine. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils n'arrêteraient pas. Ils ne prendraient pas nos avertissements polis. Ils n'écoutent pas nos paroles. Ils ne croient pas que nous sommes sérieux, car ils ont tellement l'habitude de dire des choses qui ne veulent rien dire pour eux, ils se contredisent toutes les 2 secondes. Les dirigeants occidentaux, et ils déchireront tous les accords qu'ils signent. Ils ne prennent pas nos paroles au sérieux non plus. Ils les voient juste comme un simple mot à dire. Et ils n'écoutent pas. L'empire du mensonge. Le discours de l'empire du mensonge. Vous vous souvenez?
Souvenez-vous, tout le monde devrait lire le discours de Vladimir Poutine sur l'empire du mensonge. C'est vrai? Donc, les Russes ne disent rien. Et on voit comment le paysage politique russe, même ses composantes totalement anti-communistes, doit sa pensée en grande partie à l'histoire soviétique. Rares sont ceux qui remontent à l'époque de l'Empire tsariste et perpétuent véritablement ces traditions. Certains essaient, mais en réalité, leur vision du monde et de la politique est largement basée sur le modèle soviétique, qui consiste à faire comme on le ferait, à être honnête dans ses relations internationales et à partir du principe que tout est possible. Depuis le lancement de l'OMS, la Russie a véritablement reconnu que, comme nous l'avons dit, les impérialistes sont incapables et que la seule façon de les arrêter est de les forcer à arrêter. C'est précisément l'objectif de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Ils ont lentement mais sûrement sapé la capacité des impérialistes de l'OTAN à utiliser l'Ukraine comme un bélier pour renverser la Russie. C'est ce qu'ils ont fait, avec succès, et cela a eu un énorme effet pervers. Ce qui m'intéresse, c'est que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, portant ce t-shirt du PCC, c'est-à-dire de l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'a pas fait que faire un petit doigt d'honneur à ses hôtes. C'était, comme vous le dites, un signal adressé à la population, un rappel, et c'est une autre façon dont la guerre contre la Russie s'est massivement retournée contre l'Occident, car il n'a pas réussi à renverser la Russie rapidement, ce qui était clairement le plan A. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui dit « Oh, ils n'ont jamais pensé pouvoir renverser la Russie. Ils pensaient pouvoir le faire. Ils l'ont absolument fait. Le plan a consisté à écraser massivement la Russie, comme ils l'ont fait récemment avec l'Iran. Ils pensaient avoir allumé suffisamment de feux de joie internes pour les allumer tout d'un coup, faire un travail de communication massif à l'extérieur, créer une crise militaire et la combinaison d'une crise politique, d'une crise sociale, d'une crise économique et d'une crise militaire entraînerait la chute du régime. C'était leur objectif. C'était leur plan A. Il n'a pas fonctionné. Ils sont donc passés au plan B, se demander si l'on peut épuiser la Russie. Pouvons-nous simplement prolonger la guerre suffisamment longtemps pour qu'une crise sociale et une crise économique se développent malgré l'échec du plan A? Ils s'y penchent fortement maintenant. Comme beaucoup l'ont souligné, il s'agit de jeux de guerre planifiés depuis des années. Comment surcharger la Russie? Comment provoquer un effondrement social? Mais le problème, c'est que tous ces plans et ces jeux sont dans le domaine public. Leur objectif est parfaitement clair pour la Russie, j'en suis sûr, à ce stade. Les Russes ne sont pas stupides et ils l'ont compris pour gagner la guerre en Ukraine, ce qu'ils doivent faire. Ils doivent gagner. Ils doivent créer les conditions sur le terrain qui empêcheront l'Occident d'utiliser l'Ukraine comme un bélier contre la Russie. Pour cela, ils doivent mobiliser leur population. Et pour l'entraîner dans leur sillage, ils doivent s'appuyer sur leur héritage soviétique. La planification de l'économie de secteurs importants. Ce n'est malheureusement pas une économie entièrement planifiée, mais des secteurs importants, comme l'énergie et la production militaire, sont désormais aux mains de l'État et fonctionnent largement sur le modèle soviétique, qui permet d'effectuer des surtensions en cas de besoin. Il y a des capacités de réserve, ce que l'économie capitaliste considère comme inefficace. On conserve des espaces vides dont on n'a pas besoin. Pourquoi faire cela? Ce n'est pas efficace. Mais si l'on anticipe les imprévus, c'est tout à fait logique. C'est ainsi que fonctionne le système socialiste. C'est ainsi que les usines soviétiques ont été créées. Et ces usines soviétiques sont l'héritage de la Russie capitaliste. Elle n'a pas hérité d'un modèle, d'une façon de penser et d'une façon de construire capitaliste. Elle gère son capitalisme sur une base totalement nouvelle et étrange, basée sur une ancienne économie socialiste. Ce n'est pas le système capitaliste classique, c'est une sorte d'hybride étrange. Ça ne veut pas dire que les gens qui la dirigent souhaiteraient diriger l'Union soviétique.
Ce n'est pas le cas. Beaucoup, mais une grande partie de la population, bien sûr, souhaiterait que ce soit à nouveau l'Union soviétique. Et c'est à l'époque soviétique que le peuple a pu être mobilisé. Ils étaient fiers de leur pays. Leurs besoins étaient satisfaits, ils avaient des maisons, des emplois, un sentiment de fierté et un avenir positif, mais aussi d'autres aspects pour survivre et résister à l'assaut économique de l'Occident, les Russes ont dû s'appuyer sur l'héritage soviétique de planification dans d'autres secteurs. Ils ont dû relancer leur secteur agricole, qu'ils avaient laissé tomber après 1991. Sous Elson, ils ont subi d'énormes reculs dans tous les domaines de l'agriculture. Ils ont dû regagner ces positions, car, comme nous le savons, un pays incapable de se nourrir est exposé au chantage des puissances impérialistes. Il peut être affamé, il peut être étranglé, il peut être soumis au chantage à tout moment, il peut être saboté. Les Russes ont donc compris qu'il avait une histoire qui remonte à la période soviétique. L'Union soviétique socialiste, a aboli la famine sur tout le territoire de ce qui était autrefois l'Empire russe, où les famines étaient monnaie courante pour la paysannerie pauvre. Elles ont été abolies par le socialisme, tout comme la famine a été abolie par la Chine socialiste. La dernière famine a eu lieu au début de l'ère socialiste et a toujours été présentée comme un crime du socialisme, mais bien sûr, ce n'était pas le cas. C'était la dernière famine. Les famines étaient normales. La dernière a eu lieu pendant la période soviétique, mais elles ont ensuite été abolies. C'était la dernière fois qu'elle pouvait se produire. La Russie a donc cette histoire soviétique d'autosuffisance agricole totale, et elle a repris cette voie pour nourrir sa population et empêcher l'Occident de la faire chanter et de l'étouffer avec des vivres. Et bien sûr, c'est certainement un moyen rapide de créer les conditions d'un changement de régime. Si vous affamez une population, il suffit d'interroger les Vénézuéliens sur la difficulté de maintenir son pays en vie alors qu'ils sont affamés jusqu'à la soumission. Demandez aux Yéménites combien il est difficile de maintenir une révolution anti-impérialiste alors que votre peuple est affamé jusqu'à la soumission par les impérialistes. Donc, la règle numéro 1 pour vraiment être souverain, c'est de cultiver sa propre nourriture. Et grâce à son héritage soviétique, le gouvernement russe a pu faire marche arrière dans cette direction. Et il a commencé à le faire en 2014, lorsque la guerre des sanctions contre la Russie a commencé à s'intensifier après la perte de la Crimée par l'Ukraine. Les impérialistes étaient furieux, car pour eux, la Crimée était le trésor de l'Ukraine. Ils n'arrivaient pas à croire qu'elle leur avait filé entre les doigts au moment même où ils pensaient l'avoir obtenue. C'est donc à ce moment-là qu'ils ont vraiment sorti le couteau contre la Russie, de manière spectaculaire. Mais oui, ils ont en quelque sorte averti la Russie que la guerre économique allait s'intensifier contre elle. Et les Russes ont eu la sagesse de commencer à prendre des contre-mesures. Nous avons donc constaté un autre retournement de situation de la guerre en Ukraine. En 2022, l'Occident a utilisé la propagande pour dire « Oh mon Dieu, la Russie a envahi l'Ukraine », alors qu'elle était bien sûr contrainte d'aller au secours des populations du Donbass. Il ne lui restait plus d'autre choix, et encore une fois, vous pouvez approfondir la question. Je ne vais pas détailler toutes les raisons maintenant, mais la Russie a été contrainte de le faire. Elle a passé une décennie à essayer de ne pas le faire, et finalement, on s'est dit qu'il fallait le faire. Elle a donc été contrainte de le faire, et l'Occident a alors lancé une propagande éclair qui a submergé les masses dans la plupart des pays du monde, même dans de nombreux États neutres. Au début, les gens étaient un peu choqués, car tout semblait tomber de nulle part, présenté par les médias occidentaux comme si Vladimir Poutine s'était réveillé un beau matin, devenu fou et avait décidé de prendre l'Ukraine. N'est-ce pas affreux? Nous avons eu toute cette propagande très émotionnelle, et sur fond de cette propagande, l'Occident a lancé, avec l'UE et les États-Unis, un vaste programme de sanctions visant à faire s'effondrer l'économie russe. Ils se sont persuadés que l'économie russe pouvait s'effondrer et ont ignoré tous les moyens par lesquels la Russie la consolidait.
Ils ont ignoré toutes les véritables forces de l'économie russe, qu'ils ne respectent absolument pas, car pour eux, le seul pouvoir est celui du capital financier. Non pas celui de produire réellement, mais celui de payer des gens du monde entier pour obéir à leurs ordres. Ils n'ont pas apprécié la force de l'économie russe, sa capacité à survivre à cette guerre éclair de sanctions, et de ce fait, tout s'est retourné contre eux et contre leurs sanctions. Le prix des sanctions a été payé dans leurs propres économies. Mais cela nous ramène à un point important, ce que vous disiez au début concernant la chute vertigineuse des économies. Ce que nous observons également pendant cette crise et ce que nous observons dans toute crise capitaliste, une consolidation et une concentration accrue des richesses. On constate donc que de vastes pans des économies occidentales s'effondrent. Les petites, les moyennes et même les grandes entreprises sont en grande difficulté, mais rares sont les entreprises et les fonds spéculatifs au sommet qui rachètent tout. Ils sont en position de braderie. Lorsque de nombreuses entreprises font faillite, on peut les acquérir à des prix défiant toute concurrence. On peut les racheter, les démanteleurs. On a vu un processus similaire se produire pendant la Covid. De nombreuses entreprises ont fait faillite, puis ont été licenciées, mais certains secteurs se redressaient. Les géants de la technologie en faisaient partie. Le commerce de détail, même les grandes chaînes de distribution, a fait faillite, mais Amazon a pris une importance fulgurante à l'échelle mondiale. C'est donc un phénomène récurrent. Chaque crise de l'économie capitaliste entraîne la faillite de nombreuses petites entreprises. Et à ce stade du développement du capitalisme, certaines entreprises considérées comme petites pourraient l'être très grandes. Mais certaines entreprises au sommet deviendront encore plus grandes et plus consolidées. Et c'est un processus constant. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui ces énormes fonds spéculatifs racheter la planète Garland. Tout ce que vous voyez, les fonds spéculatifs rachètent. On découvre maintenant qu'ils possèdent les avions de la RAF, par exemple, et je découvre qu'ils rachètent ce qui est censé être des logements sociaux dans la nouvelle cité en bas de chez moi. Et tout, ils rachètent ce qui sont des prestataires de soins de santé soi-disant indépendants qui obtiennent des contrats du NHS, mais derrière eux se cache un fonds spéculatif, et même les plus grandes entreprises comme Amazon, comme JP Morgan, regardez qui sont leurs principaux actionnaires, et ce sont tous des fonds spéculatifs, donc, ils possèdent littéralement la planète à ce stade. Enfin, tout ce qui est à leur portée. Bien sûr, ils ne possèdent pas la RPDC. Ils ne possèdent pas toute la Russie, ce qui cela les rend fous. Ils ne possèdent pas toute la Chine, ce qui les rend fous. Il y a donc des régions du monde dont ils ne peuvent pas tirer profit, mais ils exploitent tout ce qu'ils peuvent. On voit donc que c'est un processus qui se répète constamment en cas de crise économique au sein du capitalisme. Cela accélère la concentration des richesses. Mais cela accélère en soi la crise, car toute la crise est née, rappelez-vous, parce que les masses sont trop pauvres pour acheter quoi que ce soit. Plus on concentre les richesses entre les mains d'un petit nombre, plus on accélère le problème même qui a créé la crise. C'est donc le nœud gordien dans lequel l'économie capitaliste nous entraîne, un nœud impossible à démêler. On ne peut que le trancher. Et la force de frappe, ce sont les masses révolutionnaires qui disent « Arrêtez, on ne peut rien arranger. On en a assez de tout ça. » La seule issue est quelque chose de complètement nouveau. Bien sûr, cela demande beaucoup d'organisation, mais en attendant, la classe dirigeante tente de nous apaiser, de nous distraire, de nous détourner ou de nous égarer, tout en essayant de restaurer la rentabilité de son système. Ce qui revient, comme nous l'avons dit, à nous précipiter dans la Seconde Guerre mondiale, à détruire une grande partie des forces productives, à faire tomber des pays indépendants, à les piller et à asservir leur population. Tout cela pour tenter de rétablir la stabilité. Pendant ce temps, alors que le coût de la vie s'envole, les économies traversent une crise majeure. La vie se dégrade, même pour les travailleurs des pays les plus riches du monde, et la situation empire de jour en jour. Ce qu'ils font pour nous, c'est nous distraire avec des programmes anti-immigrés. C'est ce qu'on voit aux États-Unis.
Et curieusement, j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas. De nos jours, il est difficile de savoir quand on vous propose une vidéo sur YouTube. Est-ce réel ou s'agit-il d'un faux? C'était intéressant, car on prétendait voir quelqu'un dans un aéroport. Un peu comme ce qui serait normalement un centre touristique animé quelque part aux États-Unis. Je crois que c'était dans les États du Sud. Et elle a pratiquement cousu l'aéroport et l'avion. C'était un avion en provenance de Grande-Bretagne et à destination des États-Unis, vide. Et elle a dit que les touristes ne venaient pas. Et les touristes, eux, sont là, si bien que les États-Unis ont une industrie touristique massive et elles souffrent. Pourquoi? Parce que tous ces programmes anti-immigrés font toutes sortes de victimes involontaires qui effraient le monde entier. Du genre, oh mon Dieu, je ne peux même pas y aller en vacances. Je pourrais finir en centre de détention, torturé, enfermé. Et envoyé dans l'équivalent de Guantanamo en Floride. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de terminer ses vacances, non. C'est ce qui se passe aux États-Unis. En Grande-Bretagne, on assiste à une répétition de ce qui s'est passé l'année dernière, à savoir des émeutes anti-immigrés délibérément fomentées. Et curieusement, le groupe qui est à l'origine de ces émeutes. Je veux dire, tous les dirigeants de ces groupes sont des agents de l'État de divers types. Nous avons quelqu'un qui se fait appeler Tommy Robinson, mais son vrai nom est T.X. Lillian, j'ai oublié son prénom, c'est ça. Il travaille pour le MI5, mais ils le font ressortir de temps en temps. Il est à la tête de ce qu'on appelle la Ligue de défense anglaise, EDL, un groupe anti-immigré fasciste et virulent, très, super raciste, ouvertement raciste. Mais il y en a tout un tas avec différents degrés de racisme et de rhétorique anti-immigrée. Cette fois, la force motrice de tout cela a été une série de manifestations coordonnées à travers le pays, menées par un parti qui avait disparu de la scène publique après le Brexit, l'UKIP. L'ironie avec l'UKIP, c'est que ça veut dire Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Récemment, après que leur ancien chef, Nigel Farage, l'ait dirigé, a créé le parti du Brexit, puis s'est transformé. Il s'est lancé dans la réforme et se présente désormais comme le prochain Premier ministre britannique. Et, dans la perspective de sa nomination, il modifie toutes les politiques qu'il avait mises en place et qui auraient pu offenser la classe dirigeante. Par exemple, il y a 10 ans, il était contre la guerre en Ukraine. Plus maintenant. Donc, et même s'il l'était, il se présentait comme un monsieur anti-woke, et apparemment, son parti a fait volte-face sur la question transgenre. Donc oui, c'est un peu aléatoire, non. Mais vous voyez comment, s'il est potentiellement préparé à devenir Premier ministre, alors il doit savoir comment faire passer le message correctement. Donc, on voit comment la machine fonctionne. Mais il a toujours été un banquier de la City, enfin, il n'a jamais été un homme du peuple. C'est comme Donald Trump étant un homme du peuple. C'est ridicule, mais néanmoins, il a été présenté comme tel. Le récit a été. Regardez-le avec son chapeau plat et sa pipe, il est l'un des nôtres. Et il n'aime pas les immigrés non plus. Il est vraiment comme vous. Donc, mais ce n'est pas le parti réformiste qui a fomenté les programmes, pas plus que le DL cette fois-ci. Cette fois, c'est l'UKIP. Et ce qui est intéressant avec l'UKIP depuis la perte de Nigel Farage, c'est que sa direction actuelle est essentiellement sous le contrôle de, j'ai oublié le nom de ce parti. Désolé, je ne m'en souviens plus, mais ils sont devenus une émanation d'un parti américain. Donc, même s'ils sont un autre mouvement anti-immigré, le plus drôle, c'est qu'ils s'appellent UK Independence Party, mais ils sont devenus la branche britannique d'une organisation américaine. Voilà donc leur conception de l'indépendance du Royaume-Uni, mais bon, le sifflet à chien dans le nom, c'est évidemment l'indépendance. Avant, c'était l'indépendance vis-à-vis de l'UE. Maintenant, c'est l'indépendance vis-à-vis de tous ces horribles immigrés, non?
et ils organisent des manifestations où ils déambulent avec des banderoles annonçant des expulsions massives, avec une escorte policière massive pour les faire. Et l'escorte policière est généralement 2 fois plus importante que la manifestation, non. Et puis, il y a une contre-manifestation, 2 fois plus importante encore. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, et ce qui est vraiment remarquable, c'est que des 2 côtés, les gens sont menés par des agents de l'État, non. Il y a la manifestation UKIP pour la réforme de l'EDL, toute la foule anti-immigrée est menée par des agents de l'État. C'est totalement contraire aux intérêts de la classe ouvrière. C'est là pour détourner votre colère et la renvoyer vers les autres travailleurs au lieu de vous permettre de l'inventer contre le système qui vous rend la vie si infernale. C'est ça. Donc, c'est un côté. Et puis, qu'y a-t-on de l'autre côté? Une bande de gens dont les principaux organisateurs sont des trotskistes, agents de l'État dont le travail consiste à s'aimer à la confusion quant à l'origine raciale du racisme. Le racisme est un problème de personnes mal intentionnées, de partis mal intentionnés et de politiques mal avisées. Le racisme n'est jamais associé au système impérialiste, dont on ne peut évidemment pas se débarrasser sans se débarrasser de l'impérialisme. Mais au lieu de cela, ces gens bien intentionnés, et c'est ce qui me rend fou, Garland, des 2 côtés, des gens animés d'une colère et d'un ressentiment justifié contre le système, qui veulent vraiment améliorer la vie des gens ordinaires, à qui on demande de se rejeter la responsabilité du problème. D'un côté, on a une bande de travailleurs à qui on demande de blâmer les immigrants, et généralement les plus pauvres et les plus vulnérables, pour leurs problèmes. De l'autre, on a des travailleurs qui, sincèrement, détestent le racisme et la division dans la société, à qui on apprend que pour s'y opposer, il faut combattre la mode. Et cela signifie qu'il faut aller affronter ceux qu'on vous présente comme les fascistes et l'ennemi, à savoir une bande de travailleurs eux-mêmes trompés. Rien n'est fait pour les aider à comprendre comment ils sont trompés. Les dirigeants des soi-disant antiracistes ou antifascistes ne tentent pas non plus d'aider ceux qui veulent mettre fin au racisme à comprendre d'où vient réellement le racisme. Le message, c'est toujours que ce sont les mauvaises personnes. Leur pire ennemi, c'est Donald Trump. Oh, parce que c'est mais quel est le message quand on est quand le pire ennemi, c'est Donald Trump? C'est comme ramener Joe Biden, vous voyez. C'est ce niveau d'analyse. Emma Harris, c'est une femme diverse. C'est comme ça qu'on a réussi. Si elle arrive, les bombes qu'elle a larguées sur Gaza retomberont sur la population. Elles ne la détruiront pas comme les autres. Exactement. Exactement. Donc, vous avez cette complète erreur de direction de la colère justifiée de 2 groupes de travailleurs opposés dans un paradigme de guerre culturelle. Et tout cela sert les intérêts de la classe dirigeante, qui est de nous distraire et de nous diviser, de nous égarer, de nous empêcher de nous unir, de nous empêcher de nous unir pour lutter contre le système, Garland. Et c'est ce à quoi ils travaillent d'arrache-pied partout en Occident en ce moment. Eh bien, permettez-moi d'ajouter ceci. En Amérique, quand on parle d'esclavage, je dis toujours ça, ils n'ont pas cherché à s'emparer de ces gens parce qu'ils étaient noirs. Ils voulaient du travail gratuit. Voilà de quoi il s'agissait. C'était gratuit. Ils se sont démenés. Je vais prendre votre or. Je vais prendre votre argent. Je vais prendre votre. Oh, il faut que je prenne du travail. Ils ont volé du travail au sens commercial du terme. Voilà de quoi il s'agissait. Alors, quand quelqu'un dit, il y a une photo de Joe Blow. C'était un propriétaire d'esclaves. Défigurons cette photo et son buste, et là, ils ont une statue de lui. On va le brûler, le démolir, et tout ça. Comme si Joe Blow, le type qui possédait des esclaves ou faisait quoi que ce soit, était lui. Je comprends l'importance du symbolisme. Je dis juste qu'on continue de voir l'esclavage à travers le prisme de la race. On ne le voit pas à travers le prisme du travail gratuit. Et quand on le voit à travers le prisme du travail gratuit, on comprend. Un des points importants que je vais aborder est celui-ci. Donnez-moi une minute. Il y a eu un livre de Harriet Beecher Stowe intitulé La case de l'oncle Tom. Après sa publication, les propriétaires d'esclaves se sont mis en colère et ont lancé ce qui allait être la première véritable attaque honnête contre le capitalisme. Ils ont alors commencé à autoriser et à financer la rédaction de livres pour s'opposer à la case de l'oncle Tom. Ils ont ainsi donné une mauvaise image de l'esclavage.
Cela a donné une mauvaise image de la classe des planteurs du Nord et des planteurs du Sud. Ça s'appelait la mariée des planteurs du Nord. Ce livre disait, bon, oui, ce sont des esclaves. Blablabla. Bla bla. Mais regardez ce que vous faites. Vous avez les villes d'entreprise, ce sont des blancs, vous les faites venir, vous les faites travailler jusqu'à la mort, ils sont déchiquetés et mis à mal. Ils sont devenus dangereux. Alors, ils ont lancé une attaque légitime contre le capitalisme. Et c'était genre, bon, n'ignorons pas ce que nous faisons. C'est bien parce que ce sont des esclaves infantiles. Il faut quand même s'en occuper. Ah, un peu de viol et tout ça de temps en temps. Peu importe ce que nous sommes vraiment, fondamentalement, mais si on regarde les choses d'un point de vue aérien, on se dit, oui, vous avez raison, l'esclavage est mal, mais pas seulement pour des raisons morales. Excusez-moi, il est mal pour des raisons morales, mais il n'a pas été instauré pour des raisons morales ou immorales, mais pour des raisons économiques. Et vous avez raison, il y a différents degrés. Le degré le plus bas est le travail gratuit. Ensuite, les riches du Nord, les nordistes, disent, eh bien, ce sont des blancs. On ne peut pas vraiment les asservir, mais on trouvera un moyen. Donc, ce que l'on voit, ce sont des degrés divers de l'élite dirigeante qui se disent, comment pouvons-nous maltraiter les masses? Jusqu'où pouvons-nous aller? Ces gens-là, on peut les maltraiter encore plus impunément. On ne peut pas vraiment s'en tirer autant. Alors, on les traitera aussi mal que possible. Et puis, ils se disputent, se pointent du doigt. Et là, je voulais dire, eh bien, ils avaient tous les deux raison. Ils avaient tous les deux raison. Karl Marx a qualifié le système capitaliste d'esclavage salarié. Il était crucial que les travailleurs comprennent que nous restions esclaves sous le capitalisme. La liberté, au sens abstrait du terme, n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Être libre de quoi? Être libéré des chaînes de l'esclavage, être libéré des chaînes physiques de l'esclavage. Mais en tant que classe, le prolétariat, la classe ouvrière sous le capitalisme, reste collectivement esclave des capitalistes. À bien des égards, ce type d'esclavage est plus avantageux pour les capitalistes. Ils peuvent toujours nous faire travailler jusqu'à la mort, et ils le font, mais ils n'ont pas à nous payer lorsqu'ils n'utilisent pas notre force de travail. Génial. Ils n'ont pas à nous loger. Ils n'ont pas à s'assurer que nous recevions des soins médicaux. Il y a tout un tas de choses qu'ils n'ont pas à faire. Ils n'ont pas à payer nos vêtements. Ils peuvent dire, oh, eh bien, si tu n'as pas les moyens de t'habiller, c'est que tu ne gères pas bien ton salaire. Le capitalisme pour le travailleur, c'est la liberté d'être exploité par le capital ou de mourir dans un fossé. C'est ça, ta liberté? Non. Ce n'est pas la vraie liberté. Il y a une belle citation de Staline dans une interview qu'il a accordée à un journaliste américain. Je vais la déformer parce que je ne l'ai pas sous les yeux pour la lire et je ne la connais pas bien par cœur. Mais il a dit en gros, je ne peux imaginer une véritable liberté pour quelqu'un qui n'a pas de logement garanti, pas de travail garanti, pas de quoi manger. De quelle liberté s'agit-il? De quelle liberté dispose-t-on vraiment si ces options sont si limitées et qu'on n'a aucun moyen de changer les choses? En réalité, tant que la société est divisée en une classe exploiteuse minoritaire, cette minorité vit de la richesse produite par la minorité exploitée. L'histoire humaine a connu trois grandes époques de cette période. Les premiers temps, qui représentent en fait la majeure partie de l'histoire, mais à ses débuts, nous étions des animaux tribaux. Nous étions des groupes fondamentalement égalitaires. Les marxistes qualifient cette époque de communisme primitif. Puis, il y a eu la scission, le développement des forces productives, la capacité de produire plus que ce qu'une personne peut manger, et donc de produire un surplus. Ce développement des techniques de production, de l'agriculture et de l'élevage a entraîné une division de la société entre propriétaires, appropriateurs et exploités. Exploitants et exploités. La première version de cette division était celle des propriétaires d'esclaves et des esclaves.
C'est ce qu'on appelle les anciennes sociétés esclavagistes. Ensuite, les progrès de la production ont rendu le modèle esclavagiste incompatible avec les nouveaux moyens de production. Il fallait que l'esclave travaille un peu plus dur que sous l'esclavage, c'est-à-dire à contre-cœur et sous la contrainte. Il devait s'investir davantage dans la production afin de mieux utiliser les nouveaux outils. C'est ainsi qu'est né le serf. Le serf travaille une partie de son temps gratuitement, qu'il donne au seigneur du manoir, et une autre partie de son temps sur ses propres terres pour se nourrir et nourrir sa famille. Il est attaché à la terre. C'est un esclave, mais il jouit d'une certaine liberté qui le pousse à travailler plus dur et qui le rend plus adapté à ces nouveaux moyens de production. Mais ce n'est pas si différent de l'esclavage. Bon, il a beaucoup de droits qu'il n'a pas. Il est attaché à la terre. Il est attaché à son seigneur. Il ne peut pas simplement partir se construire une nouvelle vie quelque part au hasard. On assiste ensuite au développement de nouvelles forces productives, des forces productives capitalistes qui exigent que les gens soient déconnectés de la terre. Lorsqu'une industrie manufacturière se met en place, on rassemble un grand nombre de travailleurs au même endroit pour fabriquer des choses en commun, car c'est plus efficace et on gagne ainsi plus d'argent. On passe ainsi d'un petit atelier de production médiévale, avec un maître, un ouvrier et quelques apprentis, à une plus grande industrie manufacturière où de nombreux processus sont réalisés au même endroit. De nombreuses personnes travaillent donc en commun, ce qui s'avère plus efficace et permet au maître de l'entreprise de gagner plus d'argent. Mais pour ce type de production, il faut libérer les gens de la terre. La fameuse liberté que nous connaissons sous le capitalisme est donc la liberté de la terre. C'était le cas des grands mouvements en Europe. Les révolutions capitalistes ont été rapidement suivies par les enclosures, là où les fermiers capitalistes, autrefois seigneurs féodaux, sont devenus propriétaires terriens et fermiers capitalistes. Ils ont commencé à clôturer de vastes étendues de terre autrefois communes, autrefois cultivées par des serfs ordinaires pour vivre. Ils ont dit, non, c'est à moi maintenant. Foutez le camp en ville. On a besoin de vous dans l'industrie, et je l'utilise à des fins personnelles, pour mes moutons, mes serres, etc., et les gens ont été libérés pour aller nourrir les industriels. C'est ainsi que le capitalisme s'est développé. Il est vrai qu'en tant que classe, la classe ouvrière est collectivement asservie à la classe capitaliste. S'ils ne nous emploient pas, nous mourrons de faim. Nous ne devons jamais l'oublier, car on nous apprend toujours que ce sont eux les créateurs de richesses. Mais la vérité, c'est que nous créons la richesse, mais nous n'en avons pas les moyens, car aujourd'hui, ces moyens sont d'énormes usines. Ce sont d'énormes fermes. Ce sont des trolls aussi grands qu'une ville en mer. Il faut donc être milliardaire et propriétaire de capitaux pour produire dans le monde moderne. Par conséquent, une personne ordinaire ne peut être productive que si elle est employée par un propriétaire de capitaux qui possède une usine ou un moyen de production, qui l'emploie et gagne de l'argent grâce à lui. Nous sommes donc collectivement asservis, et c'est pourquoi Marx a justement qualifié le capitalisme d'esclavage salarial. Et la seule façon de se libérer est de franchir une nouvelle étape. La classe ouvrière devient la classe dirigeante, s'empare de ces moyens de production incroyablement productifs que nous possédons aujourd'hui, ces immenses usines, toute cette technologie incroyable et cette capacité à produire en abondance, et les utilise pour planifier la production. Nous ne produisons plus pour faire du profit que quelques personnes s'approprient ensuite et deviennent immensément riches. Nous travaillons pour nous-mêmes, nous travaillons pour la société, nous travaillons pour produire ce dont nous avons déterminé les besoins, et sur cette base, nous pouvons assurer un niveau de vie plus élevé à tous. Personne n'est laissé pour compte. Ces capacités existent. Elles ont été produites sous le capitalisme. Mais le capitalisme ne peut pas les utiliser, car, sous le capitalisme, la seule fonction des moyens de production est de générer du profit, qui est ensuite accaparé par une poignée de personnes, et les masses qui produisent toute cette richesse s'appauvrissent. Le capitalisme s'arrête alors complètement.
La difficulté réside dans le fait que ces intérêts sont si ancrés qu'ils ne peuvent être délogés sans combat. Le système est mûr pour la révolution depuis plus de 100 ans, mais des crises révolutionnaires surviennent à certains moments, et les masses doivent alors s'organiser pour en profiter et passer à l'étape suivante du développement de la société. Cette perspective historique est très utile pour déconstruire le mythe selon lequel le capitalisme est soit le reflet de la nature humaine, soit la fin de l'histoire, soit une voie inévitable vers le bien. Le capitalisme n'est qu'une étape dans le développement de l'humanité, du communisme primitif au communisme avancé. Ce n'est qu'une étape sur la voie, et il a survécu à tout ce qu'il avait d'utile à offrir à la société. Il a fini de livrer ses fruits il y a 150 ans. À ce stade, il ne fait que nous freiner. Dès que nous en prenons conscience, dès que nous comprenons qu'il est non seulement possible de s'en débarrasser, mais qu'il est indispensable de le faire pour faire avancer l'histoire, alors les choses deviennent beaucoup plus simples et on commence à percer à jour beaucoup plus facilement les récits qu'on nous donne. Je voulais vous demander avant de partir, nous avons environ 10 minutes. Votre avis sur, ils ont essayé de dissimuler la nature du sionisme. Autant qu'ils le pouvaient, vous pourriez, si vous y prêtiez vraiment attention, vous vous dites, bon sang, on est face à une brutalité flagrante. Et là, c'est juste, ils disent, d'accord, c'est comme ça, mais on va le faire quand même. Et vous voyez, la vraie nature de l'impérialisme. Pour moi, c'est là le fer de lance. Si vous voulez comprendre l'impérialisme, si vous voulez comprendre cette créature, prenons l'exemple de Gaza. C'est brutal, c'est viol, c'est démoniaque. Et je ne suis pas religieux, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. À 100%, d'accord. Et, ce qui est vraiment frustrant pour des gens comme moi, c'est que, sachant cela depuis longtemps, on le crie et on hurle dessus depuis si longtemps, et que ce n'est pas exactement la première fois. C'est l'un des nombreux exemples qui remontent à 400 ans, lorsque Karl Marx a dit que le capital est venu au monde ruisselant de sang de la tête aux pieds. Est-ce ce qu'il dit dans « Capital » lorsqu'il parle de la jeunesse du capital? Comment, à l'origine, suffisamment de capital a-t-il été amassé pour alimenter la création de ces grandes forces productives? C'est par le pillage, le saccage et le génocide des peuples du monde entier. Et voilà comment la classe dirigeante perçoit le reste du monde, y compris son propre peuple, comme des non-humains, des sous-humains, pour ne pas dire de la chair à canon jetable. Elle ne nous considère pas comme des êtres humains réellement intelligents. Elle ne nous considère pas comme des agents. Elle nous considère comme, seulement, ce qu'il disait des esclaves. Seulement les 3/5 de l'humanité. Mais c'est leur attitude envers leur propre classe ouvrière. Ils essaieront de créer des idéologies suprémacistes partout sur la planète pour maintenir les gens divisés et les opposer. Mais surtout, ils rient parce qu'ils nous considèrent tout comme fondamentalement inhumains, sous-humains ou des subalternes totalement jetables et manipulables. C'est toute la façon de penser des élites dirigeantes. Le sionisme est un outil de l'impérialisme. J'ai eu un petit échange avec quelqu'un. J'essaie de ne pas m'impliquer dans les échanges sur Twitter, mais je me suis laissé entraîner parce que je faisais un commentaire sur l'antisionisme. Et le type m'a dit, oh, c'est devenu à la mode maintenant. Tout le monde se dit antisioniste parce qu'ils se rendent compte que l'antisionisme est un sentiment qui saisit la population. Mais plutôt que d'expliquer aux gens que pour être antisioniste, il faut être anti-impérialiste, ils se contentent de dire « je suis antisioniste aussi » et ils espèrent ainsi prendre le train en marche et obtenir des voix ou des soutiens. Et j'ai souligné que, par exemple, aucun de ceux qui ont applaudi la chute de la Syrie il y a un an et demi n'est antisioniste. Vraiment. Personne. Où était-ce il y a 6 mois? Mon Dieu, je suis en train de perdre la tête. Bref, aucun de ceux qui ont applaudi la chute du gouvernement de Bachar al-Assad ne peut se dire antisioniste. La Syrie était le dernier bastion du Moyen-Orient à avoir été systématiquement antisioniste tout au long de son histoire.
ce qui a duré plus de 75 ans. La Syrie était le meilleur ami des Palestiniens au Moyen-Orient. Certes, il y a peut-être quelques petits accros dans les relations entre la Syrie et tel ou tel groupe de Palestiniens, ou quelques problèmes, mais sur toute cette période, la Syrie n'a jamais accepté l'État sioniste. Elle n'a jamais accepté l'impérialisme au Moyen-Orient. Elle s'est battue pour conserver sa souveraineté économique. Je me souviens d'être là-bas en 2011 et je n'y suis pas parvenu, ni sa souveraineté médiatique. On ne pouvait pas facilement accéder à Facebook et YouTube. On ne pouvait pas dépenser sa carte Visa. Ce sont tous des signes qu'un pays essaie de se protéger, non? On se dit, oh, ce n'est pas très moderne, non? Mais en réalité, c'est un peu gênant. Non, c'est un signe très positif. C'est le signe qu'il y avait un gouvernement qui essayait vraiment de résister à l'impérialisme au Moyen-Orient. Donc, je soulevais ce point de vue, je m'égarais sur la Syrie. Ce n'était pas le cas. Le but, c'est ça. J'ai soulevé ce point sur Twitter comme un idiot. Je devrais savoir qu'il ne faut pas perdre mon temps là-dedans. Et quelqu'un m'a répondu, vous parlez d'anti-impérialisme. Et j'ai répondu, oui, c'est vrai. On ne peut pas être antisioniste sans être anti-impérialiste. Et c'est là une leçon essentielle à faire comprendre aux gens, car le sionisme est une création de l'impérialisme britannique. C'est un outil de l'impérialisme anglo-américain. Son but est de créer une armée par procuration pour réprimer le mouvement de libération nationale arabe. Et il y parvient avec succès depuis plus de 100 ans. Mais il a fallu un effort considérable aux impérialistes pour mener à bien leur mission, qui était de sioniser le judaïsme et le sionisme. Ils avaient ce projet colossal, et ce n'est qu'après l'Holocauste des Juifs perpétré par l'Allemagne nazie qu'ils ont pu, de manière opportuniste, profiter de la vague de sympathie pour le peuple juif européen qui a suivi les révélations sur ce qui se passait. Cela leur a permis de faire avancer la fondation d'Israël et de faire passer le discours selon lequel les Juifs ne sont en sécurité nulle part ailleurs. Et le sionisme avait raison depuis le début, car des masses de Juifs. Jusque-là, la grande majorité des Juifs n'étaient pas sionistes. Ils n'y ont jamais adhéré. Au contraire, ils l'étaient en raison de leurs souffrances diverses sous le capitalisme et sous l'Empire, voire sous les régimes féodaux en Europe. Mais, pendant longtemps, en Europe, les souffrances qu'ils ont endurées les ont rendus plus enclins à se convertir à la Révolution. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même après, les Juifs étaient représentés de manière disproportionnée dans le mouvement révolutionnaire. C'est une terrible tragédie de voir combien de Juifs, sous la pression, la persuasion et la corruption du capital financier impérialiste américain et britannique, se sont transformés en larbins du sionisme, blanchissant cette idéologie horrible et la normalisant dans la vie européenne, de telle sorte que les gens ne se rendaient pas compte de ce qui leur était fait. Ils étaient dupés. Ils se faisaient avoir. La colonie sioniste, qui était une colonie de peuplement brutal, apartheid, a toujours été un État apartheid. C'était toujours un État génocidaire. Ces choses que nous voyons, c'est des crimes horribles et ces horribles façons de penser et de parler que nous voyons aujourd'hui en direct de Gaza. Il existe des preuves documentées de choses identiques qui se sont produites en 1948 pendant la Nakba, mais nous ne les recevions pas en direct. Il fallait chercher ces informations, et c'était difficile à trouver. Elles ont été diffusées dans le monde entier dans des livres, puis sur Internet, et la plupart des gens n'en ont jamais eu connaissance. On ne nous les a jamais présentées dans les médias grand public occidentaux, on nous a présenté la seule démocratie du Moyen-Orient. C'est le seul endroit où il y a la libération des homosexuels. C'est le seul endroit où il y a la libération des femmes. Regardez ces belles, comment appellent-ils ces foutues fermes? J'ai perdu la tête. Ces choses qu'on nous présentait comme des communes, mais qui se sont avérées être des camps militaires. Oui. Oui.
Oui, je vois de quoi vous parlez. Le kibbutz. Merci pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas. Joe Biden était sur son kibbutz et son père était sur un kibbutz le 7 octobre. Il a d'ailleurs dit dans un de ses discours que mon père vivait dans un kibbutz et que nous y étions le 7 octobre. Je suis sûre que ça doit être vrai alors si Joe Biden l'a dit. Oui. Donc, le fait est que le sionisme est une construction impérialiste. C'était un projet impérialiste. Il sert des objectifs impérialistes, notamment la répression du mouvement de libération nationale des Arabes afin de contrôler les ressources de l'Arabie et de l'Afrique du Nord, notamment le pétrole et le gaz. Voilà toute la fonction du sionisme. C'est un outil, mais un outil qui ressemble à d'autres outils qui l'ont créé. Si vous regardez autour du monde, vous voyez ce qu'était le nazisme. Qu'est-ce que le bandérisme? Partout dans le monde, qu'est-ce que Daesh? Partout dans le monde, vous regardez, vous voyez, qu'en est-il du communautarisme en Inde? Il y a le suprémacisme sikh, le suprémacisme hindou, et puis le suprémacisme de type Daesh. Partout où l'on regarde, on voit des religions, des cultures et des traditions instrumentalisées. On voit les impérialistes étudier le fonctionnement d'une religion dans un lieu particulier et chercher des éléments à exploiter. Ils prennent 2 ou 3 éléments du Coran ou de la façon dont le Coran est interprété dans un lieu donné et se disent « Ah, je peux m'en servir ». Ils le font exploser et le redistribuent aux gens. Ils créent des mosquées spéciales, dirigées par des personnes formées par eux. Quand on repense à ce qui se passait en Syrie, il y a quelque chose que je n'avais pas vraiment compris avant plusieurs années, c'est-à-dire avant le déclenchement des guerres en Syrie et en Irak, et avant l'émergence de cette force apparemment surgie de nulle part, appelée Daesh, en Irak puis en Syrie. Ce qui a pris beaucoup d'entre nous de court lorsqu'elle est apparue et qu'elle a envahi tout ce territoire. On s'est demandé, c'est quoi ça alors? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? On a compris qu'il y avait eu tout un programme de création d'organisations avec de l'argent saoudien, sous le patronage de la famille royale. Le prince Charles a été fortement impliqué dans la création de toute une série de mosquées à travers la Grande-Bretagne. Leur mission était de trouver des jeunes désenchantés, abandonnés, qui pensaient avoir un avenir sombre, la plupart d'origine musulmane, mais fondamentalement laïques et sans instruction, et de les intégrer dans ces mosquées, d'en faire des musulmans régénérés, mais d'un islam créé pour eux. Et tout le travail consistait à en faire des fantassins. Ce sont ces jeunes qui ont fini par partir de Birmingham pour la Syrie. On a vu une vague de ces attaques. L'EI et toutes les autres armées islamistes, terroristes et soi-disant djihadistes étaient remplies de chair à canon venus du monde entier. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les musulmans occidentaux pour tenter de les utiliser contre la Chine. Ils ont pris un aspect de leur culture, un aspect de leur religion, et ils en ont fait une arme. Ils ont créé des mosquées spéciales qui disaient « Voici votre religion, voici la vie que vous devriez avoir, mais ces Chinois vous la volent ». Ils ont instrumentalisé le manque d'éducation et le manque d'avenir des gens, les ont transformés en fantassins et ils font ça partout dans le monde. C'est exactement la même chose avec le sionisme. Ils ont transformé les Juifs en fantassins en les formant à une version de leur religion qui n'a rien à voir, ou très peu à voir avec ce qu'était officiellement le judaïsme et pour lequel on a toujours connu la paix et la fraternité, rien à voir avec ça. Ils leur ont donné une version déformée de leur religion, avec une forte dose de suprématie raciste. Ils ont placé ces Européens au cœur du Moyen-Orient. Ils ont dit, c'est votre patrie, ce qui n'est pas le cas. Eux, ces gens vous barrent la route, et de toute façon, ce ne sont pas vraiment des personnes. Ils ne comptent pas. Et voici une citation de l'Ancien Testament qui prouve qu'ils ne comptent pas. Dieu dit qu'ils sont Amalek et qu'il faut tous les anéantir. Et il le leur répète depuis 80 ans, Garland, nous avons entendu Netanyahou dire, et nous avons été choqués. Mon Dieu, comment peut-on parler ainsi de nos jours? Mais en Israël, c'est le discours habituel depuis toujours.
La plupart d'entre nous n'en savions rien. C'est tout. Et ceux qui le savaient n'ont pas été écoutés, parce que ça sonnait complètement fou, non? On dirait que quand ce n'est confirmé par aucune source officielle et que les gens n'en ont pas fait d'expérience directe, ça ressemble à une théorie du complot. On peut facilement être marginalisé et traité de fou quand on avance ces arguments, même si beaucoup de choses sont documentées par les historiens israéliens. Mais encore une fois, ces livres sont discrètement mis de côté. Ils ne sont pas constamment portés à l'attention du citoyen britannique. Et ça n'a jamais été compris. En Occident, en Europe occidentale et aux États-Unis, on présente le projet israélien d'une manière qui est totalement en contradiction avec la réalité. Mais on nous a appris à adhérer à ce qui, à mon avis, a été vraiment important dans la couverture médiatique du génocide cette fois-ci. Il n'est que la continuation d'un génocide qui se déroule au ralenti. Je me souviens que je disais ça aux gens. Il y a un génocide au ralenti en Palestine. Et ils me répondaient, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il s'agit de la continuation d'un génocide qui se déroulait déjà au ralenti depuis longtemps. Il y a eu une grande explosion génocidaire en 1948, puis un génocide au ralenti qui a continué pendant 75 ans. Nous avons maintenant assisté à une nouvelle intensification massive, mais elle est sous le feu des projecteurs, et cette médiatisation n'est pas due à une soudaine prise de conscience des médias grand public, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire comme si de rien n'était, car s'ils le font, ils sont totalement exposés par la diffusion en direct sur les téléphones des gens via les réseaux sociaux. C'est donc l'aspect positif des réseaux sociaux. Certains aspects sont incontrôlables, et les gens le constatent maintenant et en tirent une leçon. Et ils reçoivent une leçon en direct sur ce que l'impérialisme exige pour sa survie. Jody Brown, dites à tout le monde où vous trouver et où vous suivre en ligne, ainsi que toutes vos activités, votre organisation. Alors, Jody Brown, j'ai une chaîne Telegram. Mon parti, c'est le CPGBML, mais Commons, c'est notre chaîne Telegram. C'est aussi notre site web, communists.org. N'hésitez pas à vous abonner à notre journal papier, car rien ne vaut la littérature papier pour comprendre la vie et l'actualité mondiale. L'information reste bien plus gravée dans votre mémoire si vous la lisez sur papier que sur écran. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters. Nous avons également une excellente chaîne YouTube, Prolétarian TV, où nous diffusons régulièrement ces émissions avec Garland et moi, ainsi que des discours et des présentations remontant à une quinzaine d'années sur des sujets d'importance. Alors, jetez un œil. Merci beaucoup. Merci à tous. Et suivez-moi sur Telegram, Rockfa, Rumble et tout le reste. Et comme toujours, le plus important est de partager ce contenu sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup.